L'hiver 1925, dans les Alpes isolées, une brume glaciale recouvrait les flancs des montagnes et enveloppait l'hôpital Sainte-Claire. Un établissement oublié par le monde et presque disparu des cartes officielles, où seuls les plus désespérés osaient frapper aux lourdes portes de bois sculptées, car les rumeurs sur des morts inexpliquées et des disparitions silencieuses circulaient depuis des années parmi les habitants des villages voisins. Les nouveaux patients arrivaient, souvent transportés par des ambulanciers nerveux, le visage marqué par la peur et les maladies étranges, et dès leur première nuit, certains gémissaient de douleurs qui semblaient dépasser la médecine ordinaire, tandis que le personnel, médecin-chef, infirmière au visage fatigué et aides silencieux, observait avec inquiétude. Notant dans de vieux registres à pages jaunies chaque symptôme étrange, chaque anomalie physique et comportementale, comme si l'hôpital lui-même amplifiait les peurs et les maladies, et c'était dans ces registres qu'un jeune interne, Louis Mercier, trouva des annotations plus anciennes, datant de la fin du XIXe siècle, évoquant des expériences non documentées, des injections mystérieuses et des observations sur les réactions psychiques des patients, des documents que personne n'avait jamais vus auparavant, et qui donnaient l'impression que l'établissement accumulait depuis des décennies un savoir interdit sur le corps humain et l'esprit. Les couloirs, étroits et meublés de façon spartiate, étaient parcourus par des ombres glissantes contre les murs blancs, et parfois, les patients disparaissaient de leur chambre, laissant derrière eux des traces de pas qui menaient à des zones interdites de l'hôpital. Sous-sol verrouillé, ancienne salle de dissection, oubliée depuis des années. Et lorsque Mercier osait explorer ces lieux, il découvrait des instruments rouillés, des bocaux contenant des échantillons de tissus conservés dans l'alcool, des carnets griffonnés avec des notes cryptiques sur les effets de certaines substances expérimentales, ainsi que des portraits d'anciens patients, les yeux recouverts de croix ou marqués de symboles que le personnel semblait craindre de commenter. Chaque soir, les hurlements des patients résonnaient à travers les couloirs et semblaient se mélanger aux murmures d'une autre époque, des voix qu'aucune bouche humaine n'aurait pu produire, et les infirmières rapportaient que certains lits étaient froids au toucher, malgré les radiateurs allumés, et que les patients exprimaient parfois une peur intense d'ombre que personne d'autre ne voyait, ce qui confirmait les notes du docteur Fournier datant de 1898, où il relatait les réactions similaires. Un patient immobile, fixant un point invisible, tandis que d'autres autour de lui semblaient ignorer complètement sa détresse. Mercier commença à tenir un journal secret où il détaillait tout ce qu'il observait, y compris les comportements inexpliqués, les murmures et les disparitions, et il découvrit peu à peu que certains médecins avaient prolongé des expériences interdites, combinant substances chimiques, hypnose et isolement sensoriel, créant des effets qui transformaient les patients en êtres dociles, mais profondément modifiés. Et il nota que les enfants admis récemment montraient des signes de comportements étranges, comme s'ils percevaient des choses que personne d'autre ne pouvait voir, ce qui confirmait que l'hôpital semblait fonctionner selon une logique qui échappait à toute compréhension médicale. Il y avait aussi des lettres trouvées dans un tiroir secret de l'infirmerie, adressées à d'anciens chercheurs, décrivant en détail les protocoles, les doses, les réactions physiques et psychiques, et dans certaines pages, des dessins étranges, semblables à des runes ou des symboles occultes, indiquant que la science et le rituel étaient mêlés, un mélange qui rendait chaque corridor et chaque chambre imprévisible et qui faisait naître une atmosphère oppressante, lourde de peur et de secret. Les gardiens et quelques patients plus âgés parlaient de silhouettes flottant dans les couloirs la nuit, de l'ombre d'un ancien chirurgien qui revenait examiner les patients, et Mercier commença à comprendre que ces manifestations étaient peut-être des projections psychiques liées aux expériences accumulées depuis des décennies, mais qu'il était impossible de séparer le surnaturel du scientifique, et chaque observation qu'il faisait confirmait que l'hôpital n'était pas simplement un lieu de soins, mais un espace où le corps et l'esprit humain pouvaient être manipulés, observés et parfois détruits à des fins inconnues. Et alors que l'hiver s'intensifiait et que la neige recouvrait les montagnes, Mercier nota que certains patients, isolés dans des chambres annexes,
chuchotaient des secrets, des avertissements qu'aucun adulte n'aurait pu inventer, comme s'ils percevaient des fragments du passé et qu'ils étaient utilisés comme des instruments involontaires d'un plan plus vaste, conservés dans les registres et les murs même de l'hôpital. Ce qui laissait un sentiment croissant de terreur, que ce lieu n'avait jamais été un simple établissement médical, mais un laboratoire pour expérimenter sur l'âme humaine elle-même, un lieu où le murmure des vivants et le silence des morts s'entremêlaient, et où la logique et la morale humaine semblaient suspendues, laissant chaque lecteur ou témoin imaginer que le danger, l'horreur et la folie ne faisaient que commencer dans ce monde clos et glacé des Alpes, où l'hôpital des murmures gardait encore et toujours ses secrets les plus noirs et inaccessibles à quiconque ose franchir ses portes. Alors que l'hiver s'épaississait et que la neige recouvrait chaque sentier isolé des Alpes, Louis Mercier continuait ses observations, chaque nuit devenant plus oppressante, plus lourde d'un secret invisible mais tangible, et il commença à remarquer des motifs dans les comportements des patients qui semblaient dépasser toute explication rationnelle. Certains enfants restaient des heures immobiles, fixant des coins vides des chambres annexes, tandis que d'autres murmuraient des phrases incompréhensibles, décrivant des visions d'anciens événements, comme s'ils revivaient des expériences anciennes, consignées dans les registres jaunis par le temps. Mercier documentait tout dans son journal secret, détaillant les anomalies physiologiques, les crises de panique inexpliquées et les phénomènes qui semblaient impliquer des éléments surnaturels. Car il découvrait que l'hôpital, au-delà de ses murs froids et de son architecture austère, contenait des zones où le temps semblait se distordre, les horloges donnant des heures incohérentes, les aiguilles parfois immobiles, et il en vint à se demander si les disparitions précédentes n'étaient pas simplement des patients suspendus entre la vie et une autre dimension, un état expérimenté depuis des décennies par des médecins ou chercheurs ayant outrepassé toute éthique. Dans l'obscurité des sous-sols, Mercier trouva un ensemble de cartons poussiéreux contenant des photographies de patients anciens, certains avec des yeux effrayamment grands, d'autres marqués par des cicatrices à des endroits impossibles, et il comprit que les expériences menées depuis la fin du XIXe siècle avaient pour but de créer une forme de contrôle sur l'esprit humain, combinant chimie, hypnose et isolement sensoriel, et que ces expérimentations avaient laissé une trace subtile mais persistante sur l'ensemble de l'établissement, donnant l'impression que les murs eux-mêmes murmuraient à ceux qui savaient écouter. Il découvrit également des lettres codées entre le docteur Fournier et un mystérieux correspondant dont l'identité restait inconnue, des lettres décrivant des protocoles précis pour manipuler les patients, notant les réactions aux injections expérimentales, la durée d'isolement et les résultats psychologiques, ainsi que des schémas étranges, ressemblant à des symboles occultes, indiquant que la science et le rituel étaient imbriqués. Et Mercier sentit que l'hôpital était autant un sanctuaire de savoir interdit qu'un lieu de terreur, et, à mesure qu'il étudiait ces documents, il commença à percevoir des correspondances entre les symptômes actuels et ceux documentés il y a plus de 30 ans, comme si les expériences passées continuaient à agir à travers le temps. Un soir, alors qu'il observait la chambre d'isolement 7, il vit un enfant, un nouveau patient arrivé la veille, assis sur le sol, immobile, les yeux fixant un point invisible dans l'air, et un murmure subtil s'échappa de sa bouche, répétant des mots que Mercier reconnut immédiatement dans les registres anciens, décrivant des procédés et des substances jamais utilisés dans la médecine légale. C'était comme si l'enfant récitait un protocole perdu depuis longtemps. Et la peur s'empara de lui à l'idée que ces rituels expérimentaux avaient transcendé les générations, se reproduisant dans les comportements des patients, une forme d'écho morbide qui continuait à influencer l'hôpital. En explorant davantage les sous-sols, Mercier découvrit une salle verrouillée dont la clé avait été perdue depuis des années, et à l'intérieur, des bocaux contenant des organes humains conservés, étiquetés avec des dates anciennes, ainsi que des carnets détaillant chaque expérience, chaque dosage, chaque réaction et chaque déviation par rapport au plan initial. Certaines pages comportaient des annotations en marge, parfois rédigées de manière illisible, parfois avec des symboles rappelant des rituels anciens, et il commença à soupçonner que certains patients étaient utilisés comme instruments involontaires dans un projet plus vaste, où la frontière entre science et magie était volontairement brouillée.
Les nuits suivantes, il nota que les ombres dans les couloirs semblaient prendre vie, se déplaçant contre les murs, et que certains patients réagissaient comme s'ils percevaient ces formes, fuyant ou se prosternant, tandis que le personnel, pourtant habitué à ces phénomènes, détournait les yeux, comme s'ils avaient accepté que ces manifestations fassent partie de l'ordre normal de l'établissement. Mercier commença à comprendre que l'hôpital était un lieu de mémoire où les expériences passées et les souvenirs traumatiques des patients morts ou disparus laissaient une empreinte psychique, une énergie qui se propageait et influençait les nouveaux arrivants, et quiconque s'aventurait trop loin risquait de devenir une partie de ce cycle de murmures, d'ombres et de secrets. Les lettres trouvées dans le bureau de l'infirmerie décrivaient également des incidents où certains enfants avaient acquis des capacités étranges, des perceptions extrasensorielles, et qu'ils étaient isolés pour que les chercheurs puissent observer les faits à long terme. Et Mercier, en lisant ces pages, sentit une terreur profonde. L'hôpital n'était pas seulement hanté par les esprits, mais par les échos vivants des expériences passées qui continuaient à manipuler, contrôler et détruire subtilement ceux qui entraient dans ces murs. Et il se demanda combien de temps il pourrait survivre sans devenir lui-même une partie de ce cycle de murmures, d'ombres et de secrets. Car tout ce qu'il avait observé jusqu'ici ne faisait que révéler que l'hôpital des murmures gardait ses vérités les plus sombres et les plus terrifiantes, et qu'aucune éthique, aucun espoir, aucune lumière extérieure ne pouvait réellement protéger ceux qui osaient s'y aventurer. Alors que l'hiver atteignait son paroxysme et que les nuits s'allongeaient, Louis Mercier commença à percevoir des phénomènes qui défiaient toute explication rationnelle. La brume glaciale s'infiltrant jusque dans les chambres et les couloirs comme un voile surnaturel, et il remarqua que certains patients, autrefois calmes, se levaient à des heures impossibles pour marcher lentement dans les couloirs, murmurant des mots incompréhensibles, souvent en chœur, créant une mélodie sinistre qui semblait résonner dans les pierres mêmes de l'hôpital. Les lampes à pétrole vacillaient, projetant des ombres étranges qui n'avaient aucune source réelle, et Mercier sentit que ces silhouettes suivaient les mouvements des patients et du personnel avec une intention palpable, comme si elles jouaient un rôle dans un rituel invisible. Et il nota dans son journal qu'un patient adolescent, récemment admis, avait commencé à dessiner des symboles identiques à ceux trouvés dans les carnets anciens, les reproduisant avec une précision troublante sur les murs et le sol de sa chambre. Et ces dessins semblaient générer une réaction immédiate, une tension dans l'air, un froid pénétrant et le son lointain d'une respiration collective qu'aucun être vivant ne produisait. Mercier explora une nouvelle fois le sous-sol interdit et découvrit une pièce partiellement effondrée, remplie de documents et de bocaux supplémentaires, certains contenant des organes partiellement conservés, d'autres avec des substances inconnues, des poudres et des liquides qui émettaient une légère phosphorescence dans la pénombre. Et parmi ces reliques, il trouva un journal détaillant des expériences sur la perception extrasensorielle, notant comment les enfants isolés pouvaient sentir les ombres et communiquer avec elles par des murmures, comme si une connexion invisible se tissait entre le monde physique et une dimension interdite. Les nuits suivantes, Mercier observa que ces phénomènes s'intensifiaient. Des silhouettes apparaissaient près des lits. Les patients réagissaient de manière identique aux anciens protocoles, et il comprit que l'hôpital fonctionnait selon une logique propre, où passé et présent se mêlaient dans un cycle de peur et d'expérimentation. Et il nota également que certains membres du personnel semblaient affectés par cette influence, leurs regards vides et leurs gestes mécaniques rappelant ceux des patients qu'ils observaient, comme s'ils étaient complices involontaires du maintien de cet ordre étrange. Un soir, Mercier surprit un groupe d'enfants dans une chambre fermée, chantant en silence, leurs yeux fixant un point invisible sur le mur. Et il sentit un frisson glacial en comprenant que ces chants reproduisaient exactement les séquences sonores enregistrées dans les anciens carnets, ce qui suggérait que l'hôpital conservait non seulement les traces physiques, mais aussi les vibrations psychiques des expériences passées, et que toute nouvelle génération de patients en était imprégnée. En parcourant les registres, il découvrit que plusieurs décès récents avaient été attribués à des causes médicales normales, mais que les symptômes correspondaient étrangement aux effets secondaires décrits dans les journaux anciens, comme si la logique humaine n'avait jamais vraiment contrôlé ce lieu, et qu'il existait un savoir interdit, accumulé depuis des décennies, qui continuait à influencer la vie et la mort à l'intérieur des murs de l'hôpital. Mercier nota également que certains enfants récents semblaient capables de percevoir des entités que les adultes ne voyaient pas, et que ces perceptions entraînaient des comportements étranges. Ils s'isolaient, dessinaient sur les murs, chuchotaient dans des langues inconnues, et parfois se mettaient à rire ou à pleurer sans raison apparente.
créant une tension insupportable dans les couloirs et parmi le personnel. Dans les archives, il trouva des lettres adressées à des chercheurs aujourd'hui disparus, décrivant comment les expériences avaient pour but de réveiller une capacité humaine cachée à percevoir d'autres plans de réalité. Et Mercier comprit que ce savoir interdit n'avait jamais été interrompu, qu'il se transmettait comme un virus psychique et que l'hôpital était devenu un catalyseur de phénomènes que la médecine moderne ne pouvait expliquer. Les ombres dans les couloirs devenaient plus nettes, plus réelles, certaines prenant des formes humanoïdes, d'autres semblant être composées de fragments de plusieurs patients. Et Mercier ressentit un malaise croissant. Chaque exploration le rapprochait d'une compréhension terrible mais incomplète, et il savait que s'il ne documentait tout, il risquait de perdre le contrôle de ce qu'il observait, car l'hôpital semblait vouloir enseigner ses secrets à travers la peur et l'influence psychique, liant passé, présent et futur dans un cycle oppressant et inéluctable où chaque murmure, chaque ombre et chaque geste humain participait à une expérimentation infinie, laissant Mercier comprendre que l'hôpital des murmures n'était pas seulement un lieu de soins ou de souffrance, mais un espace vivant, animé par des forces que même la science ne pouvait contenir et qu'aucun être humain n'avait jamais été préparé à affronter. À mesure que l'hiver cédait lentement la place à un printemps glacé, mais plus lumineux, Louis Mercier sentit que les phénomènes étranges atteignaient leur paroxysme et que l'hôpital semblait désormais répondre à sa présence. Chaque couloir, chaque porte, chaque chambre réagissant à son passage, comme si les murs eux-mêmes connaissaient ses intentions. Et c'est au sous-sol interdit qu'il fit sa découverte la plus terrifiante, une salle secrète, cachée derrière une bibliothèque pivotante dont le bureau du docteur Fournier, rempli de documents, de bocaux, de planches anatomiques et de carnets soigneusement empilés, tous datant de plusieurs décennies, et décrivant en détail des expériences systématiques sur les patients depuis le XIXe siècle jusqu'aux admissions les plus récentes. Et Mercier parcourut ces pages avec une horreur croissante, découvrant que les expériences ne se limitaient pas à la manipulation chimique et psychologique, mais incluaient des tentatives de créer une continuité de conscience entre les patients, de faire en sorte que les enfants deviennent des récepteurs et des transmetteurs d'une énergie psychique accumulée, que les murmures entendus dans les couloirs n'étaient pas des hallucinations, mais des manifestations de ce flux invisible, et que l'hôpital lui-même servait de catalyseur pour cette expérience interdite. Les notes et schémas indiquaient des processus précis, des protocoles de privation sensorielle, de répétition de phrases et de chants anciens, de déplacements nocturnes forcés, et chaque détail avait été observé, mesuré et consigné avec une rigueur presque obsessionnelle, comme si le personnel précédent avait tenté de cartographier l'invisible. Et Mercier comprit que les enfants récents qui chuchotaient et dessinaient des symboles identiques à ceux des carnets anciens n'étaient pas simplement perturbés, mais devenaient des instruments vivants de cette machine expérimentale, inconscients de leur rôle, mais intimement connectés aux événements passés. En poursuivant son exploration, Mercier trouva une série d'archives audiovisuelles, phonographes et enregistrements sur cylindre, capturant des voix de patients décédés depuis longtemps, répétant des mots, des phrases, des chants rituels et des descriptions de sensations, et en écoutant ces enregistrements, il eut l'impression que les murs et les couloirs résonnaient avec ces voix, comme si le passé revenait hanter le présent, et que chaque nouveau patient amplifiait ce flux invisible. Alors qu'il examinait plus attentivement un carnet annoté par un mystérieux « Dr L », dont le rôle restait inconnu, il remarqua des instructions détaillées pour sélectionner des enfants aux sensibilités particulières capables de percevoir les entités et les ombres qui hantaient l'hôpital. Et ces enfants étaient isolés, observés et parfois encouragés à interagir avec ces entités, créant un réseau de conscience entrelacé qui transcendait le temps. Et Mercier sentit un vertige en réalisant que ce n'était pas un simple projet médical, mais une expérience visant à manipuler la perception de la réalité elle-même. Dans la salle, il vit également des portraits de patients, certains vivants, certains morts, et il remarqua que plusieurs enfants récents apparaissaient dans ces images dessinés par un artiste inconnu. Et il comprit que ces enfants étaient déjà intégrés à l'histoire de l'hôpital, leur visage conservé comme preuve de l'expérience continue. Et il sentit une panique grandissante. Si l'hôpital avait réussi à inscrire ces enfants dans sa mémoire, alors chaque nouveau patient pouvait être absorbé dans ce cycle interminable. Les ombres devinrent plus actives à ce moment-là, se matérialisant parfois sous forme humaine, parfois comme des formes floues mais effrayantes, et Mercier ressentit une pression psychique intense, comme si les murs lui-même tentaient de l'alerter sur le danger imminent, et lorsqu'il se tourna vers une des chambres, il vit l'adolescent qui avait dessiné les symboles plus tôt, désormais debout sur un lit, les yeux fixes et brillants, murmurant exactement les mots du carnet ancien.
Et Mercier comprit alors que les expériences avaient atteint un point de non-retour, les enfants devenaient des relais d'une connaissance interdite, vivant et perpétuant l'horreur. Et chaque action, chaque observation effectuée par le personnel ou les nouveaux arrivants contribuait à renforcer ce réseau psychique invisible, tandis que les registres indiquaient que même les tentatives de fuite ou de rébellion des patients étaient anticipées et intégrées dans les protocoles, comme si l'hôpital était doté d'une conscience propre, capable de manipuler, contrôler et punir ceux qui cherchaient à comprendre ou à échapper à son emprise. Mercier nota chaque détail avec une minutie frénétique, comprenant que ce qu'il voyait et entendait n'était pas simplement une série de coïncidences ou de phénomènes isolés, mais le résultat d'une expérience méthodique continue de plus de générations. Et il réalisa que l'hôpital n'était pas seulement hanté, mais actif, intelligent, et que sa mission semblait être d'enseigner à travers la peur, la manipulation psychique et la répétition des rituels. Et quiconque entrait dans ces murs devenait un élément d'un système dont la logique et la finalité restaient insondables, laissant Mercier avec un sentiment accablant de terreur et l'impression que l'hôpital des murmures continuait, plus puissant et plus terrifiant que jamais, à préserver et propager ces secrets inaccessibles que seul le courage ou la folie pouvaient tenter de révéler. Alors que le printemps avançait et que les journées commençaient à s'allonger, Louis Mercier se rendit compte que l'influence de l'hôpital des murmures sur le temps et la perception s'intensifiait. Chaque couloir semblait s'étirer et se contracter comme un organisme vivant, et les patients et le personnel étaient désormais constamment observés par des ombres mouvantes et des manifestations que Mercier ne pouvait expliquer. Ce qui avait commencé comme des murmures subtils et des comportements étranges des enfants se transforma en phénomènes plus agressifs. Des cris perçants surgissaient sans raison apparente, des objets se déplaçaient seuls et les ombres prenaient des formes humanoïdes distinctes, parfois se superposant aux silhouettes des patients eux-mêmes, créant des doubles inquiétants qui imitaient ou anticipaient leurs gestes. En explorant de nouveau le sous-sol, Mercier découvrit une salle encore plus secrète, accessible seulement par un escalier caché derrière une cloison de pierre, où il trouva un laboratoire intact mais étrangement archaïque, rempli de fioles, d'instruments chirurgicaux rouillés et de schémas annotés détaillant les expériences sur la continuité de conscience, la transmission de souvenirs et la manipulation de la perception. Et il vit également un dispositif étrange ressemblant à une combinaison d'appareils électriques et de mécanismes mécaniques destinés à stimuler les sens et la conscience des enfants. Et le carnet associé détaillait comment chaque patient devenait un relais vivant des expériences passées, amplifiant les murmures et créant une mémoire collective psychique au sein de l'hôpital. Les enfants récents, observés à travers des vitres sans teint, semblaient réagir à cette machine, leurs yeux brillants et fixes, récitant des phrases exactes provenant de documents anciens. Et Mercier comprit que l'hôpital n'avait jamais été simplement un lieu de soins ou de détention, mais un dispositif complexe combinant science, rituels et manipulation psychique, destiné à créer un réseau de conscience imbriqué, capable de persister au-delà du temps et de l'espace. Et il ressentit un mélange d'horreur et de fascination en réalisant que ce savoir interdit continuait à opérer malgré les décennies écoulées, qu'il n'y avait aucune interruption dans le cycle et que les enfants étaient à la fois victimes et instruments. Dans le même temps, le personnel semblait lui aussi influencé, exécutant des gestes précis et répétitifs, parfois sans conscience, comme si l'hôpital contrôlait leurs actions pour maintenir l'équilibre de l'expérience. Et Mercier nota que même lui-même ressentait une pression croissante sur son esprit, ses pensées et ses perceptions étant altérées par la proximité de ce lieu et l'intensité de l'énergie accumulée. Alors qu'il examinait les archives, il découvrit des lettres récentes, écrites par un membre du personnel encore en activité, mais sous pseudonyme, révélant que les expériences se poursuivaient et que l'hôpital continuait de sélectionner de nouveaux enfants pour compléter le réseau, et que chaque disparition, chaque comportement étrange et chaque murmure faisait partie d'un plan calculé, destiné à accroître la portée psychique et à renforcer le cycle déjà en place depuis plus d'un siècle. Les murs eux-mêmes semblaient respirer et résonner avec les voix des morts et des vivants, et Mercier constata que certaines chambres étaient devenues des nœuds de conscience où les enfants, en interaction avec les ombres et les symboles anciens, amplifiaient les effets psychiques, créant une toile invisible reliant passé, présent et futur. Et lorsqu'il tenta de communiquer avec l'un des enfants, celui-ci lui répondit par une phrase exacte provenant des carnets du XIXe siècle, confirmant que la mémoire de l'hôpital s'étendait au-delà de toute compréhension.
Les événements atteignirent leur apogée lorsque Mercier surprit un groupe d'enfants réunis dans une ancienne salle de dissection, récitant un chant ancien tout en traçant des symboles au sol, et il vit avec horreur que les symboles semblaient matérialiser les ombres et provoquer des réactions physiques chez les autres patients, créant un effet de contagion psychique et de peur collective. Et il comprit que chaque observation, chaque action de sa part ou du personnel renforçait involontairement le réseau expérimental, et qu'il n'était plus simplement un témoin, mais un acteur, engagé malgré lui dans un cycle d'horreur qui défiait toute éthique et toute raison humaine. Mercier nota également que les anciennes expériences, les enregistrements, les symboles et les rituels formaient d'un tout cohérent et méthodique, combinant science et mysticisme, visant à créer une continuité d'influence psychique et à tester les limites de la perception et de la conscience humaine. Et il réalisa avec effroi que l'hôpital des Murmures n'avait jamais cessé de fonctionner comme un organisme vivant, capable d'adapter ses méthodes, de sélectionner ses victimes et d'étendre son emprise, et que la seule façon de comprendre pleinement son fonctionnement serait de devenir lui-même une partie de cette mémoire, absorbé dans le cycle, ou de disparaître à jamais dans l'ombre des couloirs, laissant derrière lui seulement les murmures et les traces des expériences qui continueraient, implacables et invisibles, à hanter l'hôpital et tous ceux qui oseraient franchir ses portes. Au fil des jours, alors que les saisons changeaient et que les derniers vestiges de l'hiver s'effaçaient, Louis Mercier comprit que ce qu'il avait découvert dépassait toute notion de science, de rationalité ou de morale humaine. L'hôpital des Murmures était devenu un organisme vivant, intelligent et conscient, capable d'observer, d'influencer et de manipuler tout ce qui s'y trouvait, et les enfants, les patients et même le personnel n'étaient plus que des relais, des catalyseurs de ce flux psychique qui s'étendait au-delà du temps. Mercier nota dans son journal les effets cumulés des expériences, des symboles, des chants, des murmures et des dispositifs anciens. Et il constata que chaque action humaine renforçait l'emprise de l'hôpital sur les consciences, créant un cycle perpétuel où le passé et le présent se confondaient, et où la réalité elle-même devenait malléable sous l'influence de forces invisibles. Il observa que certains enfants, capables de percevoir des dimensions inconnues, étaient désormais les gardiens involontaires de ce savoir interdit, récitant les anciens chants, traçant des symboles au sol et interagissant avec les ombres qui semblaient douées d'une intelligence propre. Et Mercier comprit que même lui-même n'était plus entièrement maître de ses pensées et de ses perceptions, que l'hôpital l'avait absorbé, en partie, dans sa logique, et que son rôle était désormais d'observer, documenter et transmettre ce cycle à quiconque s'aventurerait dans ce lieu maudit. Les murs, imprégnés des souvenirs, des expériences et des souffrances accumulées depuis des générations, semblaient vibrer, respirer et murmurer. Et Mercier constata que chaque couloir, chaque porte, chaque chambre pouvait se réorganiser selon une logique qui échappait à toute compréhension humaine, créant des passages impossibles, des zones où le temps s'étirait, ou se contractait, et où les voix des anciens patients résonnaient en écho, répétant des phrases et des chants anciens, tandis que les symboles tracés par les enfants produisaient des effets tangibles sur l'environnement, déplaçant les ombres et modifiant les perceptions de ceux qui les regardaient. Dans ses notes, Mercier mentionna également les archives secrètes, les lettres codées, les enregistrements phonographiques et les carnets détaillant les expériences passées, et il réalisa que toutes ces traces formaient un réseau invisible, reliant les générations de patients et de chercheurs, créant une continuité d'influence et de contrôle qui s'étendait au-delà des limites physiques de l'hôpital. Une nuit, alors qu'il examinait les chambres supérieures, il remarqua que certains enfants récitaient simultanément des phrases provenant de différents siècles et que leurs voix se mêlaient pour former une mélodie terrifiante, comme si l'hôpital lui-même communiquait avec eux, leur ordonnant de perpétuer le cycle et d'intégrer les nouveaux arrivants. Et Mercier comprit avec horreur que toute tentative d'interrompre ce processus serait vaine, car l'hôpital avait déjà anticipé chaque action, chaque pensée et chaque émotion, et qu'il possédait désormais une autonomie effrayante, se nourrissant de la peur, de la curiosité et de l'obéissance de ses habitants. Alors qu'il descendait dans le sous-sol pour documenter les dernières observations, Mercier vit les ombres s'épaissir et se transformer en formes semi-humaines, certaines se superposant aux enfants, aux patients et même à certains membres du personnel. Et il comprit que ces manifestations n'étaient pas simplement des hallucinations, mais des extensions physiques de la mémoire et de l'énergie accumulée par l'hôpital, capables d'agir, d'influencer et de manipuler ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Dans un ultime accès de lucidité, Mercier écrivit dans son journal que l'hôpital des Murmures n'avait jamais été un simple lieu de soins ou de détention, mais un dispositif vivant et intelligent, conçu pour expérimenter, observer et contrôler les consciences humaines,
et que chaque mur, chaque symbole, chaque murmure et chaque chant faisaient partie d'un réseau psychique complexe destiné à se perpétuer indéfiniment. Alors qu'il terminait ses notes et s'apprêtait à quitter le sous-sol, Mercier sentit une présence derrière lui, une main invisible effleurant son épaule, et en se retournant, il ne vit rien d'autre qu'un murmure glacé et les yeux brillants d'un enfant récitant les derniers mots d'un carnet ancien, et il comprit alors que l'hôpital continuait, intact et implacable, à observer, à influencer et à contrôler, et que ce qu'il avait documenté n'était qu'une fraction de la vérité, laissant la certitude terrifiante que l'hôpital des murmures continuerait de fonctionner, d'influencer et de hanter ceux qui oseraient franchir ses portes bien avant que lui-même n'aurait disparu, laissant derrière lui seulement des notes, des murmures et un écho impossible à oublier pour quiconque tenterait de découvrir ses secrets. Et dans le silence glacé de la nuit, il se demandait si un jour quelqu'un d'autre oserait entrer dans ces murs, et si l'histoire recommencerait, inchangée, implacable et toujours aussi terrifiante.